sont maintenant réguliers tous les 15 jours. Je tiens à remercier l'ASMEX pour cette série de webinaires qui est organisée en partenariat avec mon cabinet et aussi M. Philippe Cordier qui est un habitué de nos webinaires puisqu'il a assuré plusieurs webinaires sur l'Afrique de l'Ouest. C'est une zone qu'il couvre avec professionnalisme et une expertise assez connue et reconnue. Ce que j'ai oublié de dire auparavant, c'est qu'il présidait l'OSTI, c'est un réseau d'experts internationaux. Il est aussi, comme moi, membre de Globaliance, qui est un réseau indépendant, le plus important de cabinets spécialisés en business développement, qui couvre à ce jour 73 pays. Donc, Philippe va nous parler de la Guinée, avec les opportunités que ce pays, disons, offre pour les entreprises en général et marocaines en particulier. Je rappelle rapidement le déroulé. Donc, Philippe va partager avec nous cette présentation qui devrait durer à peu près 45 minutes, 45 à 50 minutes. Au cours de la présentation, vous pouvez envoyer vos questions sur le chat. Monsieur Belhassan et moi-même, on va les gérer pour regrouper un peu les questions par thématique. Et à la fin de la présentation, Philippe reviendra vers nous pour répondre aux questions auxquelles il pourra répondre au pied levé. Je précise que l'objectif de cet exercice, c'est de vous donner une idée, c'est un teaser. Donc, toutes les questions qui sont un peu trop pointues, qui demandent un travail, bien sûr, ne pourront pas être adressées au cours de cet exercice, mais pourront être après posées et donneront lieu à une prestation de service, parce que c'est un peu ce que nous faisons au sein de nos cabinets. Et enfin, à la fin, comme à l'accoutumée, on va donner la parole à quelques participants qui pourront témoigner, compléter quelques éléments peut-être présentés par Philippe. Certains de nos participants, on a agréablement été surpris de savoir qu'ils ont une connaissance assez parfaite des zones sur lesquelles nous travaillons. Ce sont souvent des entreprises qui travaillent déjà avec ces pays. Donc, votre participation est bienvenue. Juste inscrivez-vous pour qu'on vous donne la parole. L'inscription se fait au niveau de M. Belhassan, soit via le chat ou directement. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe, que je remercie beaucoup pour cet exercice. Juste quelques minutes avant, il a eu un petit souci de coupure d'électricité qu'il a réussi. Bon, il faut savoir que dans nos zones africaines, de temps en temps, on a quelques surprises. Donc, Philippe assure comme à l'accoutumée. Je le remercie encore une fois. Bon, Philippe, à toi la parole. Merci. Merci Saad. Bonjour à tous les participants. Je tiens d'abord à remercier. Alors, j'ai un grand plaisir à vous retrouver en ce mois de mai, particulier puisque c'est le mois du Ramadan, et donc on a un peu modifié l'horaire avec M. Belhassan, que je remercie bien évidemment de sa confiance, et en premier lieu donc le président de la SMEX. J'en profite aussi pour saluer Mme Carpry, qui est la responsable du pôle Afrique au sein de la SMEX. Mon collègue Saad Amoumi, bien évidemment, et ainsi que tous ceux qui sont parmi nous, et ceux également qui se sont inscrits, mais qui, pour des raisons diverses et variées, donc, ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, j'ai un grand plaisir à vous présenter un pays particulier. La Guinée, c'est vraiment un pays particulier, c'est le pays de tout et son contraire, si je peux dire. Donc, c'est un pays extrêmement intéressant sous divers aspects qu'on va avoir l'occasion d'évoquer. En préambule, donc, effectivement, je vais vous présenter, comme c'est de mise, le plan, j'allais dire le plan général, mais qu'on a l'habitude de dérouler maintenant. On va effectivement regarder sous différents aspects avec des chiffres, beaucoup de chiffres,
mais que je ne vais pas spécifiquement commenter, que vous aurez tout loisir éventuellement de pouvoir consulter par la suite, puisque le support qui va vous être présenté restera à votre entière disposition, via la SMEX bien évidemment, et également via notre canaux à travers notre site, etc. Voilà, donc voilà à peu près comment se déroule le, le séminaire qu'on vous propose ici. Je démarre donc cette présentation en vous disant que la Guinée, c'est un pays particulier, je vous l'évoquais, et notamment, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler quand j'aborde ce pays, c'est que c'est un pays qui a multiplié par 2 son PIB en 10 ans. C'est suffisamment rare dans nos contrées pour que ce soit souligné, et ça mérite bien évidemment toute notre attention. Par ailleurs, dans cette période extrêmement perturbée, on voit maintenir donc un niveau de produit intérieur brut qui dépasse les 5%. Et il y a même des informations très récentes avant-hier qui, venant du FMI, laisseraient supposer, mais alors je mets vraiment des guillemets, ça reste à confirmer, mais ça provient du FMI, où en fait le chiffre qui tourne depuis plusieurs semaines de 5,2% donc de PIB sur l'année 2020, une année particulière, serait en fait une information erronée, puisque le FMI vient de livrer une information à 7% de taux de PIB. Alors voilà, entre 5,2 pardon, et 7%, vous voyez, il y a un laïus extrêmement important qu'il conviendra de vérifier et d'accrémenter de données plus spécifiques. Nous n'avons pas en la matière la capacité, nous, à vous donner cette information. Et par rapport à nos contacts sur place, puisqu'on a des ressources sur place, y compris des ressources qui sont dans des consultants en économie, mais aussi des gens de terrain, etc., on n'a pas eu cette confirmation provenant du FMI. Pour autant, on ne peut guère remettre en cause ce chiffre. Donc, ce qui laisserait supposer que cette bonne nouvelle annoncée par plusieurs de 5,2% de PIB serait en fait une petite porte entrouverte et qu'en réalité, on serait plutôt à 7% de croissance du PIB. Ce qui est pour le coup, vous le comprenez, compte tenu donc, de la situation spécifique de ce pays. Donc, je rappelle, comme dans tous les pays, bien évidemment, le Covid, on aura quelques informations à ce sujet, mais comme vous le savez, il y a une résurgence effectivement de la pandémie d'Ebola, alors extrêmement circoncise, puisqu'on en parle peu et que sur place, nos collègues ne nous ont pas donné plus d'informations que cela. Pour autant, il y a bien eu, il y a plusieurs semaines, donc, une information comme quoi il y avait une ressurgescence donc, de ce problème d'Ebola. Et malgré tout, voilà la capacité donc, de ce pays particulier à apporter cette croissance phénoménale, on pourrait dire, hein, sur la période de référence qui est 2020. Alors, il y a bien évidemment des efforts importants qui ont été menés par le gouvernement pour réduire d'une part donc, le déficit budgétaire, entravé bien sûr par une grosse difficulté donc, de collecte interne. Ça, c'est un problème qu'on aura peut-être éventuellement l'occasion sur lequel on pourra revenir. On a, je vous disais, un pays qui est avec des particularités. Donc, on a ces grosses capacités de développement de produits intérieurs bruts, et puis une structuration interne qui reste bien en deçà, je dirais, de ce que sont donc les autres pays de la région. Malgré tout, vous le savez, le président donc, Condé a été de nouveau mandaté pour porter donc son concours au destin de notre pays, la Guinée. Alors, effectivement, comme disait ça, la Guinée-Conakry, non pas donc la Guinée équatoriale ni Guinée-Bissau, qui sont donc des voisins, amis. On parle effectivement de la Guinée-Conakry. Et donc, le président Condé a été renouvelé dans ses fonctions.
Donc ceci au mois d'octobre en obtenant un peu moins de 60%, donc 60% des voix, mais dans un contexte particulier que je ne vais pas rappeler ici, mais que les médias se sont fait donc, les porte-voix. Depuis plusieurs semaines pour autant, et notamment le mois de février qui a vu accueillir un gros événement international qui a mobilisé nombre d'experts internationaux sur les possibilités donc, de business. Et tout cela avait été mis en place à Conakry. Et je dois dire que depuis cet événement, donc porteur effectivement d'une volonté réaffirmée de maintenir donc le cap sur l'économie, on a effectivement une communication maintenant qui est plus tournée, je dirais, sur cette partie économique et non plus sur les problèmes post-électoraux. Voilà ce que je peux dire à ce moment-là. Donc, vous avez des chiffres qui apparaissent sous vos yeux depuis plusieurs minutes maintenant, avec la présentation que je vous fais ici. Je ne vais pas commenter tout ça. Vous voyez qu'on a donc une capacité de PIB dont j'évoquais tout à l'heure, avec un PIB par habitant qui avoisine maintenant les $1 000. Donc, je suis resté sur l'information de 5,2%, qui malgré tout est une information provenant du FMI, mais je rappelle que il y a quelques jours, il y a eu un redressement de l'information pour 7%. Je me suis gardé de vous donner cette dernière information parce qu'elle est pour moi trop récente et qu'elle mériterait d'être confrontée à d'autres sources de données. Voilà. Donc, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, dans notre zone, on retrouve ici donc un franc guinéen et non pas le franc CFA qu'on a eu jusqu'à présent l'habitude de commenter dans les 5 webinaires que j'ai eu l'occasion de faire et l'honneur de faire pour vous, mes chers participants. On a ici donc le franc guinéen avec une conversion à l'euro, vous voyez, effectivement relativement conséquente. Donc, les achats faits en Guinée représentent un volume financier de tractation relativement important. On a un taux d'inflation qui reste depuis de nombreuses années relativement conséquent, qui tourne aux alentours de 10%, donc ça va de 6, 8, 10 jusqu'à 12% il y a, je crois, en 2018, pardon. En tout cas, dans les années présentes, on a des niveaux d'inflation qui sont à la hauteur, je dirais, de ce qu'on constate sur les notions de PIB. On a malgré tout un taux de pauvreté relativement encore trop conséquente et un taux de chômage qui avoisinerait les 80% de la population active, mais on aura l'occasion de revenir sur la partie donc, de l'emploi en Guinée. Donc, vous voyez encore quelques éléments ici constants chez nous, donc dans notre présentation, un taux de TVA qui reste globalement ce qu'il est par ailleurs dans les autres pays de la zone, un salaire un peu plus bas, un salaire minimum un peu plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir, notamment en Côte d'Ivoire, Sénégal par exemple, et un salaire moyen aussi un peu inférieur, sachant que bien évidemment ici, ensuite, on a une grille de salaire en fonction du secteur, mais également du niveau de la fonction que nous ne représentons pas ici et qui reste à challenger et qui ne sont pas présentés ici. On a ces deux informations de base. On a ensuite une grille d'impôt sur les sociétés sur laquelle nous reviendrons plus précisément lorsqu'on abordera les possibilités mises en avant par le gouvernement sur les facilités fiscales. Malgré tout, de manière générale, donc on a un impôt sur les sociétés qui est à 35% et quelques autres à 30%. On verra également qu'on a des possibilités de réduire encore certains secteurs se voient avec un impôt sur les sociétés réduit. Des charges donc payées par l'employeur à hauteur de 18%. Et une nouvelle pas très agréable, puisqu'on a ici le pourcentage de retenue en pourcentage donc, des profits généraux globaux, 70%, ce qui représente
avec moi une particularité d'une part, et puis une nouvelle pas très sympathique, dont le président Condé cherche aujourd'hui à modifier, bien évidemment, cet aspect, notamment en essayant d'élargir son assiette d'imposition. Pardon, un des axes du président qu'il a évoqué de manière très, très ferme, l'un, c'est effectivement donc d'améliorer l'assiette de fiscalité, notamment en essayant de travailler sur la fiscalité donc, des miniers. Donc, vous savez que le secteur minier est très important chez nous. Voilà, donc c'est un travail qui va prendre un travail de longue haleine parce que le secteur minier est un secteur qui a des capacités de lobbying extrêmement importantes. Mais ce taux de retenue pour les entrepreneurs n'est pas acceptable en l'état, bien évidemment, et ça reste un sujet pour l'exercice présent de la mandature donc, de notre président Alpha Condé. Il y a d'autres aspects que je peux vous donner immédiatement. Donc, il a dit formalisation de l'informel, essayer donc de basculer cette particularité régionale qu'on connaît partout, mais qui est très présente ici, sur laquelle je vous dirai deux mots tout à l'heure. Donc, essayer de mettre en œuvre donc, une certaine appétence, une règle qui permettrait de faire basculer ce réseau important d'informel vers le formel, améliorer donc l'assiette de la fiscalité, donc l'élargir, ça veut dire l'élargir pour peut-être moins taper notamment sur les entreprises capitaux étrangers par exemple, et enfin donc se doter de personnel à compétences importantes et notamment en allant chercher des personnels à la Banque africaine de développement. Voilà les trois axes qui ont été donnés dans des couloirs par le président Alpha Condé à des personnes, ce n'est pas moi en l'occurrence, mais à des personnes bien positionnées, et que je souhaitais donc vous transmettre ici. Sinon, pour ce qui concerne les congés payés globalement, on retrouve la même chose que qu'on trouve à peu près partout ailleurs, hein, bien évidemment. Alors, j'évoquais cette partie informelle. Bien évidemment, on l'a évoqué sur tous nos pays, tous les pays que j'ai eu la chance de vous présenter. Je fais toujours un petit zoom sur cette particularité, qui n'est pas une particularité exclusive à nous. Je sais qu'au Maghreb, on a aussi cette particularité de l'informel, ça reste sur le continent africain, bien évidemment. Mais il me semble intéressant et important de rappeler de manière systématique que lorsque nous devrons, les uns et les autres, avoir des actions à opérer, eh bien, de toute façon, on sera amené à opérer dans ce cadre avec des opérateurs donc, qui sont non déclarés et non reconnus en tant que tels, même si, comme vous pouvez le constater, et c'était l'objet ici de ma communication, eh bien, des organisations internationales s'attachent à essayer de matérialiser, d'apporter des chiffres précis sur cette particularité donc, de nos pays entre l'économie formelle et l'économie informelle. Donc, vous avez une répartition par secteur entre donc, cet emploi formel et cet emploi informel. Et on voit que dans le tertiaire notamment, donc toutes les prestations de services, on a effectivement un grand nombre d'opérateurs qui sont sur cette caractéristique. Bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet puisque tout est à votre disposition. Alors, le Covid, bien sûr, difficile de ne pas en dire deux mots. Je ne vais pas vous dire grand-chose en revanche sur Ebola, puisque je n'ai pas beaucoup de données. C'est simplement que c'est présent et que le nécessaire donc, est mis en œuvre par les autorités, mais nous n'avons pas de données factuelles, en tout cas en ce qui nous concerne. Par contre, on a quelques données que je tenais à vous présenter ici, avec un nombre de cas déclarés dans la région bien supérieur à ce qu'on a connu sur les présentations précédentes, Bénin, Sénégal, Mali, et j'oublie, je crois, le Sénégal également, et la Côte d'Ivoire, pardon. Donc on a ici un nombre de cas un peu plus important.
Donc la première déclaration, vous le voyez, par les autorités du premier cas, donc au mois de mars 2020. Après, donc, une mise en place d'un plan d'urgence dans un premier temps, qui a plutôt bien fonctionné. Ce plan d'urgence a permis de manière immédiate de penser qu'on avait plus ou moins endigué la pandémie. Et malheureusement, comme vous le voyez, après un premier effet positif, eh bien, on a vu une résurgence là aussi des cas, et donc une deuxième vague de restrictions nouvelles. Aujourd'hui, on peut se rendre librement à Conakry à travers différentes compagnies aériennes. Il y a les compagnies aériennes, donc, de nouveau, desservent Conakry, en partance notamment de la France, mais d'autres pays de la zone, je crois. Ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est que vous serez contraint à bien évidemment présenter un test PCR négatif. Vous serez contraint également à subir un test à l'entrée. Même si vous présentez votre test négatif, il y aura un deuxième test qui sera fait à l'entrée sur le territoire. Et puis, vous passerez par 14 jours d'isolement obligatoire. Voilà quelles sont les restrictions aujourd'hui. Comme ça a été le cas par ailleurs, alors aujourd'hui également, pardon, vous serez obligé de garder donc un masque et les mesures barrières traditionnelles, comme vous le savez, c'est-à-dire une certaine distanciation. On sait quelles sont les mesures actuelles. Comme ça a été le cas un peu partout, de nombreuses ont été mises en place, financières bien évidemment. Tout est noté ici, représentant donc des pourcentages de PIB quasiment conséquents, comme ça a été le cas dans les autres pays. Et on a donc depuis de nouveau donc une prolongation de 3 mois de mesures, donc, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc on peut quand même considérer que la Guinée a fait l'exercice nécessaire pour endiguer tout cela. Je rappellerai que, somme toute, cela n'a pas empêché le pays d'avoir un taux de PIB que j'ai évoqué précédemment avec vous. Donc, ça n'a pas finalement endigué la capacité économique de notre beau pays. Voilà, donc, comme d'habitude, des données globales avec donc, des indicateurs de PIB réels, des indicateurs donc, de PIB constants. Alors, vous pouvez constater que, bien sûr, la communication que vous faites, elle est toujours sur l'élément de 5,2%. Il avait été évoqué pour les années 2021 et 2022 des taux de PIB à plus de 7%. Les dernières indications sont plutôt dans l'ordre de ce que vous voyez ici, y compris par la dernière communication que j'ai fait mention verbalement, mais non pas décrite. Les indicateurs de croissance de PIB pour les années à venir semblent se confirmer à environ entre 5 et 6% pour l'année 2021 et l'année 2022. Voilà, donc relativement conséquent, somme toute, et que bien des pays au monde nous envient, évidemment. La partie la plus basse, c'est comme d'habitude l'emploi par secteur et les valeurs ajoutées. Vous voyez que l'agriculture est extrêmement prégnante ici, même si elle a une valeur ajoutée très 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 faible, toutes choses étant égales par ailleurs. De ce point de vue, effectivement, il y a des choses que nous aurons l'opportunité d'évoquer en fin de présentation. Il y a énormément de choses à faire et énormément de valeur ajoutée à apporter sur ce domaine de l'agriculture pour améliorer dans la chaîne de valeur donc, ces indications, notamment donc, de valeur ajoutée, de points de valeur ajoutée. Ce que je peux vous dire. Ah oui, alors on a un endettement de l'État. Alors je fais c'est un propos qu'on évoque peu ici dans nos séminaires. Par contre, on a un taux d'endettement de l'État qui est extrêmement faible, encore une fois, par rapport aux autres pays, qui convient malgré tout de souligner. Ce qui veut dire qu'on a une économie au niveau structurel qui est extrêmement saine. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit.
On est vraiment avec un endettement de l'État faible. On a une dette qui est à environ à 40%, donc comme c'est marqué ici, donc PIB, ce qui est relativement rare dans nos contrées. Donc il convient effectivement de le souligner. Il y a des éléments circonstanciés, notamment minières, qui sont à la manœuvre et qui facilitent ces effets, bien évidemment. Alors, pour les investisseurs que vous êtes, que nous sommes, je serais tenté de dire, ces éléments que vous avez sous les yeux sont des éléments importants. On voit qu'on a une certaine transparence donc, dans les transactions et un niveau de responsabilité des managers, donc toujours grosse problématique en matière de management de manière globale. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on reviendra également, notamment dans les points sur lesquels il y a des choses à faire. On verra qu'effectivement, la partie de la formation est un sujet extrêmement prégnant chez nous. Je le disais tout à l'heure, le président essaye lui également de faire revenir chez nous des compétences, mais on sait également que la partie de la formation et de la compétence de nos ressources humaines est un sujet extrêmement important. Donc, ce sera forcément un sujet sur lequel on reviendra en fin de présentation. Alors, on a une baisse assez drastique, comme vous pouvez le constater, des investissements directs étrangers, dont je ne trouve pas, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, je suis un spécialiste, moi, du terrain, de l'accompagnement des entreprises pour prendre des positions, pour prendre des parts de marché, pour trouver des réseaux de distributeurs, pour trouver des partenariats. Donc, je n'ai pas ces informations. Mais en revanche, c'est quelque chose qu'on doit souligner. Il y a une vraie baisse des investissements directs étrangers. Alors, c'est ce que je disais précédemment. Je disais, c'est à la fois un pays particulier où on est perpétuellement dans un grand écart. On dirait également que ce pays, c'est un pays qui est extrêmement ouvert. Vous avez des partenaires chez nous ici qui viennent de tous les horizons. C'est des partenariats tous azimuts qui sont mis en place. D'une part, on a aussi également une forte diaspora, donc, ce qui montre qu'effectivement, on est un pays extrêmement ouvert. Et puis, par ailleurs, on est un pays qui est aussi relativement fermé. On est un pays relativement enclavé. On vient, sans explication particulière, de fermer 3 frontières, Sénégal, et la troisième, je l'ai oublié. On a fermé trois frontières sans explication particulière. On a un déficit routier qui perdure depuis de nombreuses années. Donc, ce qui nous amène avec des temps de trajet élastiques en interne, je parle. Et puis, on a encore un manque d'infrastructures cuisant sur lequel on reviendra bien évidemment, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous voyez qu'on est à la fois sur un pays extrêmement intéressant, un pays extrêmement ouvert, et puis un pays aussi qu'on pourrait dire malheureusement un peu fermé pour les sujets que je viens d'évoquer avec vous. Et là encore, c'est cette notion donc d'investissement direct étranger à la baisse n'est pas convenable, somme toute. Les engagements qui ont été pris par les différents bailleurs institutionnels, mais également privés, lors du forum business Guinée qui s'est tenu donc au mois de février chez nous, ont été extrêmement positives en matière d'engagement financier. Et nous sommes certains que si cette période de flou, comme c'est un peu habituel chez nous, préélectorale, a porté donc l'occasion de générer effectivement, comme vous le savez, nous autres investisseurs, on n'aime pas les incertitudes, et cette notion de troisième mandat était un peu complexe, on pourrait dire, relayée par la presse à grands coups de médias. Eh bien, il y a sans doute un lien de cause à effet. Tout cela est derrière nous. Ça a été validé au mois de février, je le répète, et donc les engagements qui ont été pris sont des engagements qui vont permettre
faire avancer notre pays dans ce qu'il a été donc, depuis de nombreuses années. Je rappelle que c'est le pays de la zone qui, sur 10 ans, a la capacité de doubler son produit intérieur brut. C'est phénoménal, si je puis dire. Comme d'habitude, une phrase ou deux sur la partie, donc, des activités financières. Là encore, chez nous, on a un système financier qui n'est pas très performant et qui, malheureusement, est un peu accaparé par l'État. Et donc, les budgets qui sont possibles d'être en matière de crédit, le secteur privé est le parent pauvre de notre capacité donc, de se faire financer. On a également, par rapport à ce qu'est la région, j'allais dire, entre guillemets, peu d'organismes bancaires, parce que comme vous pouvez le constater, on n'a que 3 banques présentes, et pour la première fois, une seule banque locale, donc du Royaume, en l'occurrence donc la Banque populaire maroco-guinéenne. Je voudrais en revanche vous dire que pour les participants qui seraient éventuellement Société Générale au Maroc, la Société Générale, qui est la première banque locale, vraiment est consciente de cet état de fait et elle prend une position. Alors bien sûr, la Banque populaire maroco-guinéenne est la banque marocaine. Et donc, je serais tenté de vous redire ce que j'ai déjà dit précédemment. Vous avez un interlocuteur de poids pour des facilités, effectivement, à la fois de transactions, mais aussi surtout de communication et d'échange donc de données, notamment sur l'historique de vos entreprises et de vos activités. Mais je fais un petit pas volontairement, et je n'ai pas d'appointance avec la Société Générale, messieurs et mesdames. Mais de manière très claire, la Société Générale se positionne également de cette manière en disant il y a un vrai pont qui est créé, une facilité également, même si la Société Générale n'est pas une banque marocaine, mais ça je ne vous apprends rien. Elle est vraiment, enfin, il y a une vraie relation entre la Société Générale marocaine et la Société Générale guinéenne. J'en arrêterai là, c'était simplement pour vous donner cette information complémentaire. Voilà. Vous voyez qu'on a aussi donc un nombre d'agences relativement faible et un nombre de distributeurs également ici relativement faible pour un nombre d'habitants par zone. Voilà. Tout ça est en train de se modéliser, de se modifier, mais par rapport à notre région et par rapport à nos capacités de développement, de croissance de PIB, on voit bien là qu'il y a une petite particularité, comme c'est le cas depuis ce début de présentation avec notre cher pays qui est donc la Guinée. Voilà, donc les services financiers donc via la téléphonie, ce qu'on appelle le mobile banking, donc, se développent là aussi à un rythme très soutenu, mais c'est vrai que ça ne porte pour l'instant que sur les services, c'est-à-dire vraiment de base, donc retrait, dépôt, etc., et transfert d'argent, quelques paiements de factures, effectivement, que nous pouvons régler de cette manière. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur cela. On est très peu bancarisé au sens bancaire propre, et non pas simplement taux d'inclusion, mais au sens bancaire, on avoisine à peine les 10%. Le premier rang desquels, dans les éléments qui sont apportés, c'est pas suffisamment d'informations sur les services bancaires de guichet, hein, j'entends, et puis aussi un manque de moyens pour pouvoir ouvrir des comptes dans les banques. Voilà à peu près les éléments. Il y a une grosse étude qui a été faite sur les organismes financiers relativement récente, puisqu'elle a été publiée en 2020, et les enquêtes ont été faites pendant la période 2018 et 2019. Donc sur cette partie financière, on a des éléments assez pertinents. Où en sommes-nous? Sur le commerce, donc, excusez-moi. Donc le commerce, messieurs et mesdames les distributeurs, vous serez intéressés de savoir que le commerce représente à peu près 70% du produit intérieur brut, ce qui est énorme
spécifique, donc encore une fois ici à la Guinée, 70% environ du PIB arrondi. Donc ça représente le secteur donc, du commerce. Donc beaucoup de choses à faire sur ce secteur spécifique. On exporte bien évidemment beaucoup de produits miniers et on importe des produits avec des petits bateaux, des navires qu'on dit navires légers, pétroliers, automobiles et riz pour le principal. Encore une fois, beaucoup de chiffres donc, qui nous viennent de l'Organisation mondiale du commerce que je laisse à votre entière, que nous laissons pardon, à votre entière disposition et que nous pouvons éventuellement affiner avec vous à la demande. Alors, plus précisément maintenant, je pense plus intéressant peut-être et plus spécifique, l'import-export entre le Royaume et la Guinée. Donc, vous voyez que tout produit confondu, on est en croissance perpétuelle dans les échanges de produits entre nos deux pays. Tout cela est plutôt positif. J'ai répertorié ici, nous avons, pardon, mon équipe et moi-même avons répertorié ici, excusez-moi, les principaux pays, les principaux produits, pardon, d'exportation sur la partie gauche, donc le tableau de partie gauche avec des données factuelles qui vous permettent de voir notamment les évolutions. Et puis sur la partie plus à droite, eh bien, vous retrouverez, comme c'est habituel, donc, ce qui part de la Guinée pour le Maroc, mais qui représente un niveau d'importation, effectivement, comme vous pouvez le constater, extrêmement faible. Voilà, donc pour vous autres Marocains, on représente le 49e marché d'exportation, et puis à l'inverse, la Guinée, le 89e place en ce qui concerne donc les exportations de la Guinée vers le Royaume. Et tous les produits, excusez-moi, décidément. Bien. Je vais reprendre mon souffle. Pardon. Alors, la Guinée importe, vous voyez, principalement depuis donc la Côte d'Ivoire, la Chine, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. Voici quelles sont l'importation de marchandises, donc de produits. Hein. Côte d'Ivoire, Chine, Espagne, Pays-Bas et Belgique. Et elle exporte principalement, donc, mais très peu, mais principalement, donc, enfin très peu, en tout cas pour certains types de produits, mais beaucoup pour d'autres, notamment les produits miniers, vous l'avez compris, vers la Chine, bauxite, bien évidemment, puisqu'on est le premier exportateur de bauxite au monde, la Belgique, Singapour, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Je rappellerai simplement que, décidément, comme vous, je ne peux malheureusement pas boire ni manger pour me soulager. Je suis un peu embêté. Je voudrais simplement vous rappeler, donc, vous informer que la Guinée est membre de l'Organisation mondiale du commerce, de la CEDEAO, de l'Union africaine, bien sûr, et qu'elle fait partie donc, des membres de l'ACP, puisqu'on est dans cette notion donc, de commerce international. Les droits de douane sont relativement élevés, puisqu'on a un taux de moyen qui est supérieur à 10%. Mais on continue de travailler, je le disais précédemment, on continue également de travailler pour améliorer cette situation, favoriser l'entrée des marchandises et l'avenue d'investisseurs internationaux. Et ça, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder de manière plus précise tout à l'heure. Alors, nous, on a répertorié 78 entreprises marocaines qui exportent, il y en a peut-être d'autres, hein. Nous, notre équipe, avons répertorié donc un peu moins de 80 entreprises marocaines donc, qui exportent actuellement vers la Guinée. Enfin, le chiffre que je peux vous communiquer.
Au mois de mars 2021, il y a eu une rencontre à Rabat qui a été donc avec le ministre marocain des Affaires étrangères et notre ministre donc guinéen qui était au Maroc. Excusez-moi. Pour réaffirmer que, le Maroc a réaffirmé qu'elle était aux côtés de la Guinée, même pendant les périodes les plus difficiles, et notamment cette période de pandémie. Ce à quoi notre ministre a répondu que le Maroc était là et qu'il a toujours été là depuis de nombreuses années, puisque les accords bilatéraux remontent à des périodes relativement anciennes. Il y a des accords de coopération, bien évidemment, qui ont été de nouveaux accords de coopération qui ont été entérinés sur différents sujets dont la planche, je vous la présenterai tout à l'heure. Je voudrais simplement à ce moment-là vous dire qu'on a un échange, il y a à peu près 5000 étudiants ghanéens qui sont formés au Maroc et dont 200, un peu moins de 300 bénéficient donc d'une bourse de manière annuelle. Voilà. Ce qui montre qu'effectivement, entre nos deux pays, on a des relations anciennes qui perdurent et qui sont favorables, et notamment sur la partie donc de la formation, qui est une partie, je répète, relativement importante. Alors, vous aurez là encore le loisir de pouvoir visualiser quels seraient éventuellement, en dehors donc, des tractations, enfin du commerce import-export qui est fait entre le Royaume et notre pays. Vous verrez également ici recensé quels sont les produits de manière générale qui sont échangés avec le reste du monde, enfin, le monde dans sa globalité, vous donnant peut-être quelques idées de positionnement sur des produits qui ne seraient peut-être pas encore tout à fait représentés par les opérateurs du Royaume et qui pourraient peut-être ici être des pistes d'action à mener sur des produits qui sont déjà échangés, notamment importés par la Guinée. Voilà, donc peut-être des choses à faire de ce point de vue-là. C'est l'objet ici notamment de cette planche. Alors, voilà ce que j'évoquais il y a juste précédemment. Donc vous voyez ici sont fondés ces accords bilatéraux parce que à partir du moment où des accords de coopération sont ratifiés, eh bien, ça facilite à travers les différents organismes de représentation, notamment, et au premier syndical ici, la SMEX, ça permet de faciliter, j'allais dire, les mises en relation, ou en tout cas les informations précises. Voilà. On a mis en gras ce qui nous paraissait le plus intéressant, enfin le plus important d'un point de vue structurel. Effectivement, la protection réciproque des investissements, donc de part et d'autre. Marocains investissant en Guinée voient une protection donc, de ses propres investissements, et la même chose pour les autres Guinéens investissant au Maroc, et puis notamment une convention donc, de non-double imposition, facilitant bien évidemment la notion donc, de déclaration des impôts, notamment des impôts sur le revenu. Voilà. Vous voyez qu'encore récemment, en octobre 2020, donc fin d'année 2020, 4 accords importants ont été signés, notamment dans l'industrie, le tourisme, le transport, l'énergie, la logistique, mais en fait, surtout en fait la logistique de l'énergie, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc des sujets sur lesquels il y a sans doute fort à faire. Alors, j'ai dans mon équipe mon associé, donc un fiscaliste conseil en entreprise, donc on vous livre bien évidemment des informations générales qui, comme nous avons l'habitude de le dire avec mon collègue Saad, méritent de toute façon d'être systématiquement adressées. Voilà. Ça, ce ne sont que des informations que de toute façon vous retrouverez aisément sur Internet éventuellement, en faisant quelques recherches, voire même au sein des
organismes de représentation du royaume. Pour autant, c'est peut-être intéressant d'avoir une vision exhaustive et présente, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir aborder l'investissement ou la prise de marché dans nos pays. Comme vous le voyez, il y a toujours beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités, et il convient effectivement, je pense qu'en la manière je ne vous apprends rien, il convient de réfléchir en amont à la solution qui serait la plus en adéquation avec les objectifs, le secteur et aussi la finalité des opérations que vous voulez faire sur place. Donc, je vous rappelle qu'on avoisine malgré tout en matière de fiscalité, dans le cadre général des impôts, quasiment 70%, et qu'il est important justement de pouvoir avancer de cette manière-là. Donc voilà à peu près les informations. Je disais un trois taux général, 35, 30 et 25 en fonction du secteur sur lequel vous êtes positionné. Et une taxe sur la valeur ajoutée, donc, et on a listé ici, de manière encore une fois générale, quelles sont les opérations qui sont exonérées de cette TVA à 18%. Donc ça, vous retrouverez tous ces éléments à votre entière disposition dans le cadre de la mise à disposition de ce document. Saad, tu me dis si on avance, si le timing est bon? Oui, le timing est très bon, pas de souci. Okay. Très bien. Donc on avance en fait, messieurs et mesdames, vers du concret, c'est-à-dire quels seraient les secteurs évidemment qui sont des secteurs à adresser. Et avant cela, j'évoquais donc des dispositifs incitatifs que j'évoquais au tout début de ma présentation. Alors donc, je rappelle, hein, le gouvernement, sous l'impulsion de notre président Condé, est tout à fait conscient de cette difficulté ou de cet effet négatif de cette haute charge que sont les impôts pour les investisseurs. Alors, on travaille dessus. Il y a vraiment un axe important, hein, je vous le disais, notamment l'élargissement de l'assiette, mais aussi éventuellement donc, essayer peut-être d'axer un peu plus, revenir sur les accords ancestraux avec les miniers notamment. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Malgré tout, pendant ces travaux qui sont effectués, on a des possibilités, notamment à travers le Code des investissements. Mais ça, maintenant, on a l'habitude, on le présente, et tous les pays au monde, bien évidemment, tentent de mettre en place des possibilités de facilité fiscale. Donc, vous avez tout cela à votre lecture. Vous voyez que tous les secteurs, quasiment, je dis bien quasiment, sont représentés, le secteur primaire, l'agriculture, etc. Donc, on voit bien encore ici qu'il y a une certaine correspondance entre la vocation et les secteurs porteurs qu'on adressera tout à l'heure et les champs d'application. Et on a bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de ce code des investissements, et bien des conditions qui doivent être réunies pour pouvoir être en règle avec ce code des investissements. Donc, effectivement, on n'a pas fait, mon équipe n'a pas fait 200 000 guinées, ça doit représenter à peu près 20 200 dollars, à peu près, quelque chose comme ça. 20 200 dollars à peu près, hein, voilà. Excusez-nous pour cette non-mise à jour. 200 millions, ça doit être à peu près ça. Donc voilà, vous devrez donc, si vous êtes une nouvelle entreprise, pour pouvoir bénéficier de ce code des investissements, eh bien, avoir dans votre projet, donc y investir cette somme et créer au minimum 5 emplois guinéens, donc de permanents. Et si c'est une entreprise déjà existante, pour en bénéficier, donc c'est l'extension de votre entreprise, donc un projet de développement de vos activités avec l'augmentation de la production et augmenter donc le nombre d'emplois nationaux. Là encore, il y a des règles qu'il faudra respecter et dont on reste à votre disposition pour vous donner ces éléments, mais vous les retrouverez également sur, j'imagine, à la SMED et d'autres sites Internet. Et le petit encart que vous voyez à droite, c'est une facilité spécifique
À partir du moment où vous êtes un investisseur et que vous créez au moins 100 emplois permanents, donc avec un contrat à durée indéterminée, et que vous investissez donc 20 000, c'est ce qu'on vient à dire tout à l'heure, on avait bien fait la conversion, excusez-moi, bien vous bénéficiez donc d'un avantage donc, de douane, des avantages en douane et des avantages fiscaux qu'il convient bien évidemment d'étudier dans sa globalité. Voilà, donc avantage de douane important pour les importations, enfin, donc, vos exportations vers le Bénin, et les avantages fiscaux pour les déclarations, donc la soumission donc, de vos bénéfices. Alors, dans les dispositifs incitatifs, il existe un projet, je peux dire, pour pas finaliser, mais en tout cas, on a une zone nous aussi ici d'activité économique à Bokeh. Donc, nous vous avons fait le petit point sur la carte, vous voyez ici, avec la flèche, donc c'est limite, vous voyez, il y a un bras de mer qui rentre ici, donc avec toutes les activités effectivement de facilité, donc de logistique portuaire. Et donc, comme c'est le cas partout, les études ont montré, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans la zone CDAO, UMOA, enfin bref, dans notre zone pour développer les activités, pour maintenir donc un taux de croissance et limiter donc la pauvreté résiduelle. Comment dirais-je, toutes les études mondiales ont pointé du doigt la nécessité effectivement de ces zones d'activité spécifiques. Alors elles ont des noms selon le pays, il y a des noms qui peuvent être différents, mais ces zones d'activité spéciale, d'activité spécifique, d'économie spéciale, d'économie spécifique, donc portent en elles-mêmes donc tout un écosystème de mise à disposition de services, de biens, de services. Donc c'est vraiment la notion d'écosystème qui est mise en avant. Et également donc d'incitation. Excusez-moi, j'ai un autre problème qui vient de se présenter. Et un autre système donc d'incitation. Voilà. Donc on vous incite à vous rapprocher, soit en termes d'investissement, j'entends, hein, donc pas spécifiquement en termes, enfin, pas dépasser la notion d'import-export, mais en matière d'investissement local, on vous engage bien évidemment à essayer de vous rapprocher soit de la PIP, qui est l'agence locale, ou soit de nos services, ou bien de la SMEX, pour travailler sur ce dispositif donc spécial de Bokeh qui est bien avancé et de voir dans quelle mesure éventuellement il pourrait être intéressant de focaliser sur ce matériel qui reste un outil honnêtement très favorable à l'investissement. Voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'on n'est plus spécifiquement ici sur de l'import-export, mais plutôt sur la prise de position en investissement local. Alors, on aborde la dernière partie de notre présentation. Donc, la première, c'est l'agriculture, on l'a évoqué, je pense que là encore, je ne vous apprends pas grand-chose. Si vous vous rappelez bien, c'est plus de 60% de la main-d'œuvre pour à peine 20%, un peu plus de 20% de la valeur ajoutée. Et donc, on a ici, et c'est vraiment un axe fort hein, qui a été énoncé également par le président de la République, puisque dans les challenges qui sont posés, c'est faire en sorte d'une autosuffisance en riz, en manioc et autres. Donc vraiment, ce projet de l'agriculture porte sur deux aspects. Bon, déjà, on a déjà beaucoup de dispositions, j'entends foncier, pour pouvoir mettre en œuvre donc ces projets.
mais on a également toute la chaîne de valeur sur laquelle on intervient. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer précédemment dans d'autres séminaires. Je rappelle qu'effectivement, créer des unités de transformation, apporter de la chaîne de froid, c'est extrêmement important et nécessaire, puisque sans quoi, vous savez, les produits sont périssables. Donc on a toute cette chaîne de valeur sur laquelle, nous semble-t-il, le royaume a beaucoup apporté, sachant que, à côté de cela, bien évidemment, vous avez aussi toute la partie agriculture en tant que telle. Alors pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi il est intéressant de s'investir, c'est qu'on cherche donc effectivement à moderniser donc toutes nos infrastructures, on intensifie les gros ouvrages, donc la réalisation des gros ouvrages pour donc harmoniser le développement de ce pays de manière globale. Donc, on cherche maintenant à mobiliser le secteur privé, plus que ça ne l'avait jamais été fait, et notamment en essayant de développer des partenariats PPP, partenariats public-privé, notamment pour toute la partie logistique, qui va permettre donc effectivement d'apporter de l'efficacité, voire de l'efficience à cette agriculture, donc pour pouvoir desservir en interne donc, les différentes régions, mais également pour pouvoir apporter des produits auprès des industriels, sur lesquels, là encore, il y a encore beaucoup à faire en matière de mise en œuvre d'industrie, donc d'unités de transformation. On a, en la faveur de l'agriculture, on a au moins 4 aspects qu'on peut mettre en place, que je peux vous donner. C'est la croissance de l'urbanisation dans nos centres régionaux. Dans nos régions, l'urbanisation est en train de se mettre en place. Je dis bien est en train de se mettre en place. Donc ça favorise également des pôles de concentration sur éventuellement la possibilité de mettre en place des unités de transformation également. On modernise de manière incessante les infrastructures portuaires. Je le disais, beaucoup d'investissements sont réalisés dans les réseaux routiers, donc la pleine transformation de nos réseaux routiers, et également donc, le réseau d'infrastructures ferroviaires. Alors à ce sujet-là, un mot, c'est vraiment la Chine qui est derrière le projet de ferroviaire au sein de notre pays. Voilà ce que je peux vous dire sur ce. Décidément, c'est difficile là, sur ce point-là. Je l'ai dit de manière conséquente au fur et à mesure de l'exposition que je vous ai faite de différents éléments dans notre pays. Bien sûr, pays en voie de développement, eh bien, on a besoin d'investir dans nos infrastructures. On est en pleine modernisation de l'infrastructure, je vous disais tout à l'heure. On intensifie donc la réalisation des gros ouvrages pour essayer, je le disais précédemment, d'avoir un développement harmonieux de notre pays. Et là encore, on sollicite de plus en plus le domaine privé, que ce soit pour la construction de logements, décidément, pour l'amélioration des infrastructures portuaires. Les routes, je le disais précédemment, restent encore pas en affaires, ce serait vraiment. Mais on est vraiment loin de ce que sont nos pays frontaliers, en ce qui concerne. Je pense notamment en Côte d'Ivoire et autres. Voilà. Même le Bénin, par exemple. On est encore des fois avec des opérations de transport routier qui ressemblent à des opérations vraiment de haute facture en matière de prise de risque. On a des matériaux de construction pour le logement, mais également pour toute la concentration donc, de nos centres urbains à travers donc, des cités administratives et résidentielles, un peu comme c'est le cas actuellement au Bénin, mais avec encore la différence que le Bénin n'est pas la Guinée et la Guinée n'est pas le Bénin. Bien évidemment, mais ça, je crois que c'est la palissade, comme on dit en français. Alors, l'énergie,
Oui, l'énergie, bien sûr. Alors, beaucoup de choses à faire, notamment dans les infrastructures. L'électrification, le barrage, beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. On a des travaux qui sont faits dessus, mais également sur les énergies renouvelables, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet-là? On est presque en capacité de fournir maintenant de l'énergie électrique à nos voisins. C'est vous dire si on a vraiment mis en œuvre des opérations énergétiques. Pour autant, on reste sur pour certains sur des gros travaux. J'évoquais tout à l'heure avec vous les barrages hydroélectriques notamment, mais également d'autres barrages. On a un gros barrage je crois que ça s'appelle, c'est Caleta, le barrage de Caleta, qui est un très 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 gros barrage. Mais on a aussi des barrages de moindre conséquence, parce qu'on a effectivement nous des précipitations qui sont extrêmement abondantes. Bien sûr, on bénéficie également d'un temps d'ensoleillement sympathique et assez constant. Et de ce point de vue, toute énergie n'utilisant pas la biomasse est effectivement des solutions sur lesquelles nous sommes en train de nous positionner. Donc, ce mix énergétique, mais qui est quand même encore très axé sur la notion de barrage et autres, je disais, a pour objectif de pouvoir nous permettre de fournir de l'électricité à nos voisins. C'est ça l'objectif qui est visé à terme, et on n'en est pas loin. Donc, on a des turbines qui sont mises en place. Alors, la Chine est très présente, là encore, sur ce secteur, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je crois que pour les opérateurs marocains que vous êtes et qui sont sur ces secteurs, de toute façon, vous connaissez bien cette concurrence qui est chez nous, donc effectivement chinoise et russe. Les Russes sont effectivement très présents, et la Turquie ici, et je crois que pour ceux qui sont sur ces secteurs de l'investissement, vous connaissez bien ces contrées, et vous connaissez bien ces zones de concurrence. Pardon, excusez-moi. En zone de concurrence, je parle donc de ceux qui sont à la manette, si je puis dire. Voilà. Je n'ai pas d'autres choses à dire sur cette partie énergétique. Alors, les nouvelles technologies, un point important que je peux souligner ici, il y a beaucoup ont été faits déjà. Beaucoup de choses ont été faites dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment sur toute la partie dématérialisation des services de l'État, et notamment de la partie paiement des taxes et autres, en tout cas déclaratif. Mais beaucoup de choses restent à faire, et c'est un des projets phares également du gouvernement, donc via l'impulsion du président de la République. Donc, tous mes amis avec lesquels j'ai déjà pas mal de contacts sur les précédents webinaires que nous avons fait sur les autres pays, ben, je dirais que là encore, tout ce qui touche le domaine de l'intégration des nouvelles technologies, il y a vraiment une vraie appétence et une vraie volonté du gouvernement de faire avancer tout ça. Et là, ici, l'intérêt, par ailleurs, si je puis me permettre de dire ça de cette manière, c'est qu'on a aussi une vraie appétence de l'État. Il y a vraiment, dans ce qui a été fait, une volonté de fluidifier, de faciliter. Et je rappelle que l'idée donc d'élargir l'assiette fiscale passera, dans l'idée, également par la dématérialisation de ces opérations donc, fiscales. Donc ici, on a beaucoup de choses à faire. Alors, il est noté ici la formation de la main-d'œuvre numérique. On y reviendra peut-être d'ailleurs ici. C'est, je crois, la dernière slide. Oui, formation professionnelle, vous voyez ici. Donc, je n'allais pas dire des indiscrétions, mais je trouve que parfois on est aussi dans
dans quelques couloirs, etc. Et on sait que, même si ce n'est pas tout à fait déclaratif, vous retrouverez peut-être peu ces informations. On sait qu'effectivement, le problème de la santé est un problème crucial et que la volonté du gouvernement, c'est effectivement de construire des centres et donc d'améliorer la capacité de prise en charge euh, des populations locales. Donc, ici, on a beaucoup à faire. Alors, vous le savez, hein, les constructions d'hôpitaux, il y a toute une chaîne, là encore, de valeur. Ça va des travaux purement de mise en capacité du foncier à accepter les travaux jusqu'à la livraison de matériel sophistiqué pour les opérations faites par les professionnels de la santé. Donc on voit bien que sur cette chaîne de santé, on a beaucoup à faire, y compris sur le e-santé, mais dont nous n'avons pas encore beaucoup d'éléments. En ce qui concerne notamment la Guinée, on n'a pas beaucoup d'éléments. Alors la formation professionnelle, c'est un vrai sujet, messieurs et mesdames, un vrai sujet. Il y a un travail qui est effectué pour réformer le système, d'une part, mais il y a une vraie demande. On a un capital humain, nous, voilà, qui est totalement sous-investi et qui voit partir une diaspora conséquente. Et de ce point de vue, nous sommes vraiment, de manière très conséquente, il y a beaucoup de choses à faire, là-dessus. Alors, j'aurais tendance à dire peut-être des choses à faire au niveau académique, mais aussi énormément à faire sur le niveau formation professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle on a insisté et que la thématique que nous avons déclinée sur cette slide, c'est vraiment la notion de formation professionnelle. Donc là, tout est à faire. Vous le savez également, aujourd'hui, la formation professionnelle a peut être faite à distance. En tout cas, sachez que toutes les idées sont bonnes, sont intéressantes, et il y a énormément à faire sur le sujet. Et donc, on a toutes les possibilités d'imaginer pour accompagner notamment vos efforts, que ce soit en matière d'offres de distribution, de produits spécifiques et autres. N'hésitez pas, on pousse dans ce sens. Venez faire du business chez nous, venez faire du business également, pensez à apporter en même temps de la formation auprès des équipes que vous allez mettre en place. Ça, avec notre ami Sad, on est toujours très vigilant à cela dans nos conseils et dans les méthodologies sur lesquelles on travaille avec vous lorsque vous nous sollicitez pour des prises de marché ou des prises de position en Guinée et ailleurs. Alors, le domaine minier, bien sûr, encore une fois, je n'apprends pas grand-chose. Bon, il est très verrouillé, ce système, enfin, ce secteur est extrêmement verrouillé. Voilà. Deux pays qui sont excusez-moi, hein, ça commence à devenir difficile. Je crois qu'on arrive à la fin. Ramadan aidant, je m'en excuse auprès de vous. Donc, oui, on a noté plutôt avec mon équipe, on s'est posé la question, vous savez tous, la bauxite, le diamant, l'or, voilà, ce sont des réserves dont on bénéficie. Ici, ils nous laissent entrevoir, bien évidemment, la poursuite de nos capacités d'attirer à la fois des investissements, des investisseurs et de tirer notre économie en matière de croissance de PIB. Mais pour autant, il y a des nouvelles, il y a aussi des nouvelles mines qui se mettent en place, notamment ici, on l'a noté, à l'est de la Guinée, Sierra Leone et Libéria, sur lesquelles on pense que ça vaut peut-être la peine de se positionner. En tout cas, rien n'empêche de se positionner en tant qu'apporteur de solutions à valeur ajoutée. Ces solutions, ces grosses industries minières ont besoin également de former les manutentionnaires et ont besoin également d'avoir de manière permanente du stock en pièces
en pièces détachées, par exemple. Donc, il y a sans doute là encore des choses à gratter, des choses à travailler et des positions à bousculer, si je peux me permettre de dire ça de cette manière. Voilà à peu près ce qu'on peut vous dire. Alors, le tourisme, c'est un secteur qui avait été mis en exergue par le gouvernement des années 2017-2018. Vous comprendrez aisément que c'est un secteur avec la crise Ebola d'une part, mais également la pandémie donc, de Covid, reste difficile. C'est bien dommage parce qu'on bénéficie, nous, de sites extrêmement à valeur ajoutée. On a vraiment la capacité de développer du tourisme, notamment de ce qu'on trouve peu ailleurs, dans d'autres régions, donc de santé, de randonnée, des trekking. Donc tout ce qui permet effectivement de générer non pas simplement du tourisme balnéaire, mais vraiment du tourisme à valeur ajoutée à travers des sites historiques, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a et dont on aime faire la promotion. Et de ce point de vue-là, alors c'est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas, le gouvernement, a toujours cette volonté. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet. Je crois que nous arrivons à l'issue de notre présentation. Nous avons, comme d'habitude, recensé en matière d'appel d'offres, de sollicitations, manifestations d'intérêt, etc. On a environ, à hier, je crois, à peu près 140 possibilités, tout confondu, hein, bien sûr, informatique, communication, services, transport et autres. Mais comme d'habitude, il y a encore des choses à faire sur le sujet. Et ça, c'est facilement disponible pour tous les consultants habilités et habitués à ce type de prestations. Voilà à peu près, je pense, ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Je ne sais pas, il y a peut-être des questions. Donc, je profite pour vous donner quelques éléments concernant notre société, à travers notamment donc, notre pôle actuel, donc le staff. Mais je suis tout à fait à ton écoute, Saad, et si je peux répondre comme tu l'avais précisé, bien, je répondrai. Sinon, je me permettrai de différer, et comme on l'a fait jusqu'à présent, j'apporterai une réponse documentée, pour autant que ce soit possible, par mail à tous les participants. Merci Philippe pour cette présentation très claire et qui a montré qu'il y a énormément de potentialités avec ce pays, bien que l'économie informelle est importante, que c'est pas très favorable au niveau fiscal, mais les opportunités sont énormes. J'ai retenu moi l'agriculture, les mines, enfin il y a presque tous les secteurs hein, sur lesquels les entreprises marocaines peuvent se positionner. Donc je ne vais pas trop prendre du temps parce qu'on a déjà dépassé 1 heure et quart. Il y a des questions qui sont posées. Donc, la première, c'est une personne qui demande s'il y a des accords commerciaux, financiers, juridiques, entre parenthèses, protection des investissements, entre le Maroc et la Guinée. Est-ce qu'il y a des accords bilatéraux? On a répondu. Je pense que ça a été pardon, c'est vrai que ça a été répondu. Donc, c'est la personne trouvera. Alors, excuse-moi, juste je vais rebondir. Donc, le principe est développé dans 2 ou 3 slides. Donc, mais pour autant, je me permets toujours de rappeler que à partir du moment où on livre de l'information, cette information, elle doit être ensuite travaillée, si je puis dire. Mais effectivement, les informations ont été apportées. Donc, cette question a déjà obtenu une réponse. Voilà, merci. Donc, la personne qui a posé la question, elle aura la présentation, elle pourra voir en détail la slide qui en parle. Est-ce qu'il y a des avantages à l'investissement? Je ne sais pas si tu as traité ce point. Philippe? Alors, avantage à l'investissement, je pense qu'il faudrait préciser. Ça peut être l'occasion d'une discussion avec toi, Saad, et avec moi. Parce que avantage, dans les slides, on a montré effectivement, moi je pense que les dispositifs
notamment fiscaux, code des investissements, etc., sont des avantages, entre guillemets. Mais maintenant, peut-être que ça pourrait être mérité, comme ça l'avait été les fois précédentes. On a eu parfois des questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse immédiate. Par contre, dans les échanges que nous avons eus avec ces différents participants, ça a permis de mieux comprendre et d'avoir une réponse soit par ça directement ou par moi-même. Donc, on vous engage vivement à rentrer en contact avec nous pour spécifier ce qui mérite d'avoir une réponse spécifique. En effet, tu avais parlé de quand il y a création de au moins 5 emplois et il y a des exonérations, il y a des tarifs bonifiés, hein, si je me Mais rappelle. après, il y a plein de Mais, grilles. Il faut ouais. étudier le prix, il faut regarder cela. Après, c'est tout un Alors, schéma. OK. donc, une autre personne qui parle des taux bancaires, mais là encore, c'est pas très précis parce que je pense que des taux bancaires, enfin, Les je sais pas prêts, de quelle ligne, pardon. les En taux bancaires. général, ouais, local, oui. Est-ce que c'est un peu au standard que nous avons ici, enfin, ou, à peu près en Europe, ou est-ce que c'est des taux d'enfer? Alors, comme nous, on a beaucoup de minerais de fer. Non, alors, ce que j'ai dit, parce que honnêtement, comme d'habitude, on essaye de prendre, enfin, mes équipes sur place, là, pour le coup. On n'a pas pour être franc avec vous, on n'a pas obtenu l'information. D'accord. Il se trouve que j'ai un économiste de haute facture guinéen avec lequel on travaille depuis de nombreuses années. J'ai aussi ma propre équipe sur place, voilà, des gens qui travaillent dans la RSD notamment, etc. Et on n'a pas obtenu, mais en revanche, je m'engage à vous apporter une information plus précise, chiffrée, lorsque je vous enverrai donc le mail. La prochaine question, c'est une société qui a l'exclusivité sur 3 gammes de produits naturels pour la santé. Bon, là, il demande, c'est une question qui va demander du travail. Donc, il nous demande combien de pharmacies existent en Guinée, combien de médecins. Donc, je crois que c'est une question à laquelle tu ne peux pas répondre au pied levé. Ça doit donner lieu à un travail. Donc, je demande à la personne de nous envoyer un mail. Et Philippe pourra dire si ça doit donner lieu à un travail, une prestation ou pas. Parce que bon, ça je pense que c'est des services que vous n'avez pas sur place, quoi. Euh, L'autre question, c'est par rapport au programme d'investissement de l'État en matière d'infrastructure. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce que tu as des éléments de détail par rapport à ça? Alors, est-ce que tu peux, ça a coupé, j'ai eu un Ouais, micro-coupure. d'accord. La personne demande, est-ce qu'il y a un programme de l'État par rapport à l'investissement en infrastructure? Un programme chiffré, peut-être en détail, euh, tous Alors, les travaux d'infrastructure. alors, ce que je peux répondre ici, ça ne va pas répondre directement à la question telle qu'elle a été formulée. On vient de clore une présidence qui avait donc défini un programme 2016-2020, si j'ai bonne mémoire. Ce programme a été éclos. La nouvelle présidence vient de se mettre en place et donc les différents programmes nationaux sont à la rédaction, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous n'avons pas à ce jour d'informations précises pour répondre à cette question. D'accord. On a en revanche tout un tas d'informations qui sont des informations fin 2020. Ça, on a ces informations avec les états d'avancement, etc., etc. Mais voilà, il y a encore tout un tas l'État, le gouvernement, sous l'impulsion du président, eh bien, va décliner sa feuille de route. C'est le terme qui convient en général. Mais Très bien. je vais noter ça, ça. J'ai noté taux de prêt, Ouais, très bien. programme, investissement, infrastructure. Infrastructure. Voilà. La question suivante porte sur l'industrie alimentaire. Est-ce que tu as des informations sur la structure de cette industrie alimentaire en Guinée? Sur la structure. Alors, Oui, en fait, je pense que la personne souhaite savoir
quels sont les secteurs où il y a, enfin, disons, une production locale, de quel type? Je ne sais pas si ça concerne les huiles, la biscuiterie. Enfin, je pense que la personne souhaite savoir comment l'industrie. En fait, une cartographie, une cartographie. Voilà, une cartographie, exactement. Cartographie. Euh, je vais reprendre la terminologie qu'on m'a appris. Il y a certains éléments qui nécessitent effectivement de faire des recherches. Voilà. Parce que Donc, je peux faire une juste ça, je peux faire une réponse qui est une réponse Internet, mais qui n'a pas de valeur en fait. On sait tous que les éléments sur Internet n'ont pas une valeur fondamentale. Donc, soit je peux répondre de manière générale sans que ce soit approprié, ou alors, comme c'est le cas assez régulièrement, on nous demande de faire une cartographie de certains secteurs, et dans ce cas-là, ça nécessite à ce que nous, on délivre une prestation spécifique, et dans ce cas-là, on apporte donc une réponse spécifique. Donc, voilà, je demande à la personne de préciser par mail et tu reviendras avec une réponse. Hein, d'accord, peut-être. Une autre personne, donc, qui est dans le secteur textile et qui souhaite distribuer leur marque au Guinée, et ils cherchent des partenaires. Donc, je pense que ça, il n'y a pas de souci. On peut, enfin, disons, à travers ton bureau, on peut faire, donc, on peut faire un travail, une prestation de service pour le mettre en lien avec les partenaires qu'il faut. Ça, c'est donc aussi envoyer un email dans ce sens et Philippe vous répondra avec le détail. Oui, l'idée, c'est le mot que Oui. je peux vous donner, c'est vraiment effectivement la notion de qualification en fait des partenaires. De la même manière que l'on peut trouver tout ce qu'on veut à travers Internet, on peut aussi appeler tous les partenaires, enfin tous les prestataires de la place en Guinée. L'idée de notre prestation, c'est d'essayer de définir le ou les bons partenaires éventuels. Exactement. Qui limitent le risque, permettent d'aller dans le cadre des objectifs fixés, etc. etc. Voilà, de qualifier et puis de faire des due diligence locales pour connaître le bon parti. La dernière question que j'ai pour l'instant, ça concerne est-ce que la Guinée dispose d'unités de production pour les matériaux de construction? Parce qu'il y a des boîtes qui produisent pas des briques, des choses comme ça. Je pense que c'est, enfin, j'ai pas plus de précision, mais je pense que je pense que là aussi, ouais. De toute façon, voilà, bon. Si c'est faire des briques, tout un chacun fait des briques. Maintenant, si c'est d'un point de vue industriel, il y a matière à voilà, mais je pense que je reçois un plus d'informations. En fait, c'est des cols pour le carrelage, peinture et enduit. Très spécifique, là encore. Très spécifique. Voilà, il faut faire un travail de qualification terrain. Et ça peut. Alors, la dernière question que j'ai pour l'instant, ça concerne un fabricant de matériel d'essai et de contrôle. Et ils s'intéressent de distribuer leurs produits sur le continent africain. Bon, là, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Oui, bienvenue, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Je me permets juste de rebondir sur ces questions. En réalité, j'imagine que si les amis marocains s'intéressent effectivement à nos contrées, c'est qu'il y a des fortes capacités de développement d'affaires, et je le confirme. Maintenant, l'idée, effectivement, c'est de spécifier, de regarder et de faire différemment que d'ouvrir un agenda et d'appeler toutes les personnes. Enfin voilà, nous, notre job, c'est vraiment de vous permettre d'aller vite, sans être obligé de vous déplacer, d'aller vite, tout en essayant de limiter votre risque. C'est-à-dire de savoir que les gens avec lesquels je vais avoir affaire, ils ont bien une vraie société, ils n'ont pas de casserole, ils déclarent bien, etc. Enfin, ils ont tout un tas de prérequis qui permettent à l'investisseur marocain d'avoir une certaine sécurité dans le cadre de son projet et donc d'aboutir in fine à optimiser ses capacités de prendre des parts de marché. Moi, je suis là depuis 1997
Et bon nombre d'entrepreneurs partout dans le monde viennent en Afrique, puisque en plus on est quand même dans une contrée qui est très agréable au niveau social, qui viennent et qui démarchent et en fait qui perdent beaucoup de temps et qui nous disent 2 ou 3 ans après, oui c'est pas possible, ça marche pas, plus personne répond à mon mail. Enfin, c'est vraiment, alors ce que je vous dis là, c'est peut-être un peu cavalier, mais c'est vraiment c'est du contenu que je drive maintenant depuis 25 ans dans la région. Voilà. Pardon, je suis en train en même temps de noter, parce que quelqu'un me demande. De toute façon, pour les coordonnées, vous pouvez les avoir au niveau de la SMEX, hein, vous avez tous nos coordonnées. Quelqu'un nous posait une question par rapport au foncier. Est-ce qu'il est sécurisé en Guinée? Quand vous avez des opérations foncières en Guinée à faire, il faut avoir des conseils, vraiment, qui peuvent vous garantir la bonne finalité de votre opération. Très bien. Il faut déjà avoir la capacité à visualiser si effectivement. Philippe, vous avez un problème de son, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Vous Moi, m'entendez? ça va. Oui, moi, C'est a priori. c'est Abdelaziz, vous entendez? Parce que moi, j'entends bien, Philippe. Allô? Moi, j'entends parfaitement, hein. Je t'entends ça. Oui, oui. Mais avec M. Belhassan, on n'entend pas. En fait, alors je vais répondre si tu le veux bien, Saad, pour la personne qui a posé la question. De manière générale, le foncier en Afrique, c'est un problème complexe et il convient en préalable de bien faire les recherches préalables auprès des domaines, etc., etc. Donc là, encore une fois, mieux vaut être armé et on a des ressources qui permettent de challenger auprès des différents organes en responsabilité le bien fondé des documents qui sont remis par le propriétaire, l'ancien propriétaire, etc., etc., etc. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à faire. On le fait de manière classique, hein. Enfin, vraiment, toutes ces opérations, si je peux me permettre, Saad, si tu me donnes 2 minutes, toutes ces opérations de sécurisation de vos investissements, des documents officiels, etc., etc., ce sont des opérations qu'on fait de manière récurrente, qui sont supervisées en général par mon associé, donc un conseil d'entreprise, et on a des personnes en réalité qui réalisent ça pour nous. Je voudrais surtout vous donner, que vous exprimez le fait que ce n'est pas mon associé fiscaliste qui va faire les opérations, ce type d'opération. On a chez nous ici des personnes qui connaissent les administrations, les rouages des administrations, et qui réalisent en fait toutes ces opérations de tracking pour visualiser la conformité des différentes pièces, etc., y compris jusqu'à régler les impôts. On a eu le cas il y a récemment, une très très grosse entreprise de formation, en l'occurrence elle était française, mais peu importe, qui avait vendu pour près de 80 millions de francs CFA de prestations de services en formation, et qui se trouvait totalement incapable de régler son problème fiscal sur place, puisqu'elle avait une partie fiscale à payer. Et que son donneur d'ordre local n'avait pas pris en charge. Et donc, pendant 3 semaines, c'est des gens qui tournaient en rond, et c'est un problème qu'on a réglé en 48 heures. Donc, pour le foncier, pour toutes ces problématiques de démarches administratives, voilà, ce sont avec des coûts, j'allais dire, modérés, et qui permettent aux investisseurs que vous êtes de limiter, en tout cas, le risque dans le cadre de vos opérations. Merci Philippe. Je ne sais pas si M. Belhassan est avec nous, parce que j'entends. Je ne sais pas si je suis là, je suis là. Oui, très bien.
Parce que bon, après, on a d'autres questions qui sont un peu trop détaillées pour, enfin, par exemple, est-ce qu'il y a des subventions de l'État pour les entreprises qui souhaitent passer au photovoltaïque? Ça doit être travaillé. C'est pas, je pense pas que Philippe, tu aies la réponse sous la main. Donc, moi, si tu permets, je vais peut-être demander à Sib Hassan s'il y a des interventions live. Comme ça, on prend les dernières, puisqu'on est déjà à 1h30 de webinaire. Donc, Je demande avant aux participants et participantes de cliquer sur l'icône où il y a une petite main à côté du chat, donc pour pouvoir vous donner le son pour que vous posiez vos questions. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cliqué sur un point d'interrogation, donc on ne peut pas savoir si vous voulez poser une question. Donc je donne la parole à Madame Hiba Saoudi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Allez-y, tous. Hiba, allez. Je suis Hiba Saoudi, directrice de la société African Holding. Je fais donc de l'export de fruits et légumes du Maroc. Monsieur Hamoumi, je pense qu'il me connaît déjà. tout à fait. Alors, Bienvenue. alors moi, je voudrais savoir en fait quelles sont les opportunités en agroalimentaire avec la Guinée. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, où est-ce qu'on en est avec le ZLECAf, la convention, la signature de la convention entre pays interafricains? Je sais que ça a été signé par une cinquantaine de pays, mais quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur? Quand est-ce qu'on va pouvoir, avoir ce libre-échange? Ok, merci madame. Merci à vous. Alors, Vous voulez prendre une série de questions ou répondre au fur et à mesure? Comme vous voulez. bon, je Philippe, peux déjà dire que pour ce qui concerne donc la convention, je ne suis pas en mesure de vous répondre parce que là c'est plutôt la partie ASMEX Maroc qui pourrait éventuellement vous dire où ils en sont. Enfin, où le royaume du Maroc, excusez-moi. Je vais parler en bon français, si je peux me permettre ça. Voilà, donc je laisserai la partie marocaine vous apporter cette précision, excusez-moi. Et en ce qui concerne donc les opportunités agro, là aussi, on a abordé le sujet de l'agroalimentaire sur la capacité d'apporter déjà des choses au niveau donc développer une agriculture sur place, parce qu'en réalité, le foncier mis à la disposition des agriculteurs reste extrêmement important. En plus, on a un taux d'hydrométrie qui est très intéressant, qui permet donc de valoriser l'agriculture en tant que faite sur place. Et en ce qui concerne donc les opportunités de la chaîne agroalimentaire, dans la chaîne de valeur, là, de la même manière, il faudrait que, parce que j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais il faudrait qu'on puisse vous apporter une réponse bien plus précise. Ça veut dire déjà peut-être avoir des informations plus précises sur votre production, etc., etc., votre besoin et vos attentes, pour qu'on puisse vous apporter une réponse précise, enfin en tout cas qui convienne à la hauteur de la question que vous avez posée. Question suivante, Monsieur Alexandre. Oui, bonjour. Alexandre de Saint-Phal, Visiome. Une question d'actualité sur la Guinée. Il y a un projet de nouvel aéroport à Conakry. Bien évidemment, ce genre de projet a dû prendre du retard avec la crise du Covid. C'est un projet qui a beaucoup de tiroirs, il y a du BTP, il y a de l'électronique, il y a beaucoup de choses. Puis c'est quand même la nouvelle porte d'entrée de l'économie guinéenne. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez où on en est? En toute honnêteté, non, cher monsieur, malheureusement. Pourtant, on est très proche de ça et dans la préparation de ce webinaire sur lequel on travaille depuis maintenant 5 jours, on a tenté d'avoir de l'information spécifique. Il se trouve qu'on connaît aussi des gens sur place, y compris mais en toute honnêteté, je n'ai pas d'informations, mais okay. Là, par contre, je me propose parce que même nous, on veut cette information. Et ça Très bien. Et on n'arrive pas à l'avoir. Donc, en tout cas, de la même manière que je répondrai à tout près
programme d'investissement dans les infrastructures. J'attends la réponse de mon équipe et je vous promets également, elle fera partie de la réponse qui sera livrée de manière générale dans le mail que j'ai adressé à tout le monde. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci de votre question. Sébastien, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Oui. Madame Sarah Boisa. Bonjour, monsieur Saad, monsieur Philippe. Bonjour. Bonjour. Je suis auto-entrepreneur en service de digitalisation et e-commerce. Et ma question concernant comment je peux favoriser des partenariats pour mes services et chercher des marchés en ligne. Ok. Merci de votre question. Alors, il y a plusieurs pistes de réponse. La première, j'ai donné quelques indications tout à l'heure en disant que les consultants, normalement, ont des habitudes de suivi des marchés qui sont mis à la disposition sur des sites connus de manière internationale. Donc, vous retrouverez sur des sites spécifiques des appels d'offres ou enfin, tout un tas de prestations de services éventuelles. Ça, je ne vous apprends pas grand-chose, j'imagine. Je vous disais qu'on a fait une petite hier, enfin quelqu'un m'en dit, on a trouvé 136 appels d'offres, etc. Aujourd'hui actifs vis-à-vis de la Guinée. Donc vous voyez que là, c'est déjà une partie de la réponse. Maintenant, pour une autre partie de la réponse, je ferai la même réponse que j'ai faite jusqu'à présent. Vous avez aussi la possibilité de monter des partenariats, parce que vous voyez, par exemple, mon collègue Saad Amoumi et moi-même, nous faisons. On est collègues au sein d'une fédération, d'une association Global Alliance, etc. Donc après, vous avez cette possibilité. Et là, je vous renverrai plutôt auprès de M. Saad Amoumi, qui pourra éventuellement voir avec vous l'opportunité de vous accompagner sur ce type de mise en relation, donc de créer en réalité un réseau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Question suivante, si on a, M. Wilson. Pour le moment, non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, s'il vous plaît? Allô? Je pense qu'on va, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer. Si tu me permets, je viens de m'apercevoir d'une chose, Saad, si tu me permets, si M. Larsen me permet juste une parenthèse. Je m'aperçois que sur le document final, le slide que vous voyez ici, n'apparaît nullement le Maroc. Je voudrais juste préciser que le président de l'ASMEX nous a gentiment adressé un courrier à notre attention, spécifiant que, certes, il n'y a pas d'accréditation ASMEX, il n'y a pas d'accréditation ASMEX, mais qu'en son nom, en nom du président de l'ASMEX, il nous a remis un document spécifique. Voilà, donc ça n'apparaît pas ici, et j'en suis le premier désolé, mais on a bien une relation, en tout cas, de collaboration et de coopération avec l'ASMEX, et je m'aperçois que je n'ai pas de drapeau marocain, ce dont je m'excuse auprès de vous, mais les relations avec l'ASMEX sont maintenant depuis de nombreux mois. Et on remercie encore tout le staff de l'ASMEX, au premier rang duquel, bien évidemment, M. Abdelaziz Belarsen, qui est toujours présent et qui fait le nécessaire pour que ces webinaires se déroulent dans les meilleures dispositions possibles. Je te remercie, Philippe, pour ces bons mots, et à mon tour de remercier l'ASMEX pour l'organisation de ces webinaires. Je précise que le prochain, qui sera dans 15 jours, va porter encore sur un pays africain qui est le Rwanda, qui est un pays qui intéresse beaucoup de monde. Et donc, je pense, Philippe, tu reviendras dans un mois et ce sera plus le Ramadan, donc tu pourras boire. Et donc, je pense, le Burkina Faso, ça va clôturer le réseau que tu représentes au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Encore des remerciements à Philippe pour cette excellente présentation, M. Belhassan et c'est Hassan Seltissi, et aux participants. Donc, on sera à votre disposition. Vous pouvez donc nous saisir par écrit. J'ai mis mes coordonnées sur le chat, sinon vous pouvez les avoir au niveau de la SMEX. Philippe aussi va prendre attache avec vous, vous aurez ses coordonnées. Enfin, on sera là à votre disposition. Et ce que je préciserai par rapport à ce qu'a dit Philippe, encore une fois, le plus important pour vos projets, c'est d'être accompagné. Parce que surtout pour des pays comme, disons, le pays africain, où il y a besoin, enfin, on n'a pas d'organisme qui dispose d'informations qualifiées. Vous n'avez pas des facilités qu'on peut trouver dans certains autres pays. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et donc, être accompagné, c'est vraiment un must. Ce n'est pas, disons, sur des salons en allant tout seul que vous allez trouver le bon partenaire, mais en qualifiant, en faisant des due diligence et en prenant, disons, en maximisant vos chances de réussir. Parce qu'il y a quand même des risques, comme dans tout pays, mais peut-être un peu plus fort sur certains pays qui ne sont pas encore suffisamment structurés pour l'information, etc. Donc, je repasse la parole à Philippe et à Sib Hassan pour le mot de la fin. Bon, moi, je remercie tous les participants et je reste à votre entière disposition. À mon tour, je remercie Philippe pour sa disponibilité, son engagement à notre égard, donc pour animer toute cette série de séminaires qui concernent l'Afrique de l'Ouest. J'espère qu'ils donneront beaucoup plus de flux commerciaux entre cette région et le Maroc. Bien entendu, nous sommes là donc pour créer un peu l'appétit donc par rapport aux opportunités qui se présentent. Et nous pourrons également donc après discuter donc et approfondir toutes les opportunités donc qui existent dans ces marchés-là. Je tiens ensuite donc à remercier Saad aussi pour sa disponibilité de toujours. Je remercie tous les participants et toutes les participantes et je vous donne rendez-vous donc le 19 mai pour le séminaire sur le Rwanda. Merci, Sib Hassan. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci.